Le vent d'automne balayait les pavés humides de la rue Saint-Pierre, portant avec lui l'odeur salée de la Manche et les cris des mouettes qui planaient au-dessus des toits d'ardoise. Dans la petite école paroissiale de Sainte-Berthe, les enfants récitaient leurs leçons de catéchisme, leurs voix enfantines résonnant contre les murs de pierre froide. Élise Moreau, 9 ans, était assise au premier rang, ses petites mains soigneusement posées sur son ardoise. Ses cheveux châtains étaient tirés en 2 nattes strictes, retenues par des rubans bleu marine que sa mère avait cousus elle-même. Contrairement aux autres enfants qui gigotaient sur leurs bancs, Élise demeurait parfaitement immobile, les yeux rivés sur sœur Marie-Agnès qui expliquait les mystères du rosaire. À l'intérieur, pourtant, son cœur battait d'une appréhension diffuse, comme si un pressentiment la traversait sans qu'elle puisse le nommer. « Ah, Élise, ma petite !» l'appela doucement la religieuse après avoir terminé sa leçon. « Approche-toi, s'il te plaît. » La fillette se leva avec grâce, lissant sa robe de laine grise qui descendait jusqu'aux chevilles. Ses chaussures de cuir noir, soigneusement cirées le matin même par sa mère, claquèrent discrètement sur les dalles usées de la classe. Les autres enfants la regardèrent passer, certains avec curiosité, d'autres avec une pointe d'envie, car Élise était reconnue comme l'élève la plus studieuse de sa classe. Mais, sous leur regard, elle se sentait étrangement exposée, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules frêles. « Ma sœur ?» demanda-t-elle de sa voix claire, en joignant les mains devant elle, comme on le lui avait enseigné. Sa voix tremblait légèrement, trahissant une anxiété qu'elle ne comprenait pas encore. Sœur Marie-Agnès, une femme d'une 50aine d'années au visage buriné par des décennies de dévouement, posa sa main ridée sur l'épaule de la fillette. Son regard, habituellement bienveillant, trahissait une inquiétude qu'elle s'efforçait de dissimuler. Élise sentit cette tension, comme un courant froid qui passait de la main de la religieuse à son propre cœur. « Ton père t'attend dehors, mon enfant. Il souhaite te parler. » Élise fronça légèrement les sourcils, une boule d'angoisse se formant dans sa gorge. Son père, Auguste Moreau, était docker au port de Calais. Il passait ses journées à charger et décharger les navires marchands, rentrant le soir les mains abîmées par le travail et les vêtements imprégnés de sel et de sueur. Il n'avait jamais eu l'habitude de venir la chercher à l'école au milieu de la journée. Pourquoi maintenant ? Une peur diffuse s'installa en elle, comme si le monde stable qu'elle connaissait menaçait de s'effondrer. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, ma sœur ?» demanda-t-elle, ses grands yeux bruns cherchant une réponse dans le visage de la religieuse. « Non, ma petite Élise, tu n'as rien fait de mal. Va maintenant, ne le fais pas attendre. » Élise récupéra son petit panier d'osier contenant ses affaires et traversa la cour de l'école. L'automne avait déjà commencé à dépouiller les marronniers de leurs feuilles, qui jonchaient le sol en un tapis doré et brun. Le ciel était d'un gris plombé typique de la côte, et l'air portait cette humidité persistante qui s'insinuait dans les vêtements et les âmes. Chaque pas qu'elle faisait semblait alourdir son cœur, comme si elle marchait vers une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Auguste Moreau l'attendait près du portail en fer forgé, son béret de laine enfoncé sur son crâne et sa veste de travail boutonnée jusqu'au col. À 42 ans, il était un homme de taille moyenne, au visage marqué par les intempéries et le labeur. Ses mains calleuses tenaient nerveusement sa casquette, qu'il faisait tourner entre ses doigts, comme s'il cherchait les mots justes. Élise sentit son estomac se nouer en voyant l'expression de son père, un mélange de honte et de tristesse qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Papa !» Élise courut vers lui, un mélange de surprise et de joie enfantine, perçant momentanément son inquiétude. « Non, pourquoi êtes-vous venu me chercher? Est-ce que maman va bien ?» Auguste se pencha vers sa fille et posa ses mains rugueuses sur ses joues roses. Dans ses yeux bruns, Élise lut une douleur si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. Il la serra contre lui et elle sentit son cœur battre fort contre sa poitrine, comme s'il essayait de lui transmettre tout l'amour qu'il ne savait pas exprimer. L'odeur de sel et de sueur de son père, autrefois réconfortante, semblait maintenant porter le poids d'un adieu. « Ta mère va bien, ma petite. Nous devons rentrer à la maison. Il faut que nous te parlions de quelque chose d'important. » Ils marchèrent en silence à travers les rues étroites du vieux Calais,
Élise trottinait à côté de son père, essayant de s'adapter à ses grandes enjambées. Elle observait les façades de briques rouges et les volets peints en vert ou en bleu, les boutiques aux vitrines poussiéreuses et les femmes qui bavardaient sur le pas de leurs portes, s'interrompant pour les saluer d'un signe de tête respectueux. Mais ce monde familier lui semblait soudain étranger, comme si elle le voyait pour la dernière fois. Une peur sourde grandissait en elle, un sentiment d'impuissance qu'elle ne pouvait nommer. La maison des Moreau se dressait dans la rue des Tisserands, une petite demeure de 2 étages aux murs de briques noircis par la suie des cheminées. La porte d'entrée, peinte en bleu délavé, grinça sur ses gonds lorsqu'Auguste l'ouvrit. L'intérieur sentait le pot-au-feu et la cire d'abeille que Marguerite Moreau utilisait pour entretenir les quelques meubles de bois qu'il possédait. Ces odeurs familières, qui avaient toujours signifié la sécurité pour Élise, semblaient maintenant fragiles, prêtes à s'évanouir. Marguerite les attendait dans la petite cuisine, assise sur une chaise de paille près de la fenêtre qui donnait sur la courette arrière. À 38 ans, elle conservait les traces d'une beauté fanée par les soucis et les privations. Ses cheveux châtains, identiques à ceux de sa fille, étaient tirés en un chignon strict, et ses mains, rougies par les lessives et les corvées ménagères, étaient croisées sur son tablier de toile bleue. Quand Élise croisa son regard, elle vit des larmes contenues, et une vague de panique la submergea. Pourquoi sa mère, toujours si forte, semblait-elle sur le point de s'effondrer? « Maman !» Élise se précipita vers elle, mais s'arrêta net en voyant les larmes qui perlaient aux yeux de Marguerite. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleurez-vous » Sa voix tremblait, et elle sentit ses propres yeux s'embuer, comme si la douleur de sa mère se transmettait directement à son cœur. Marguerite tendit les bras vers sa fille et la serra contre elle avec une intensité désespérée. Élise respira l'odeur familière de savon au lait d'amande et de laine chaude, mais cette étreinte, qui avait toujours été un refuge, semblait maintenant marquée par une urgence tragique. Elle sentit les sanglots silencieux de sa mère contre sa poitrine, et une peur viscérale s'empara d'elle, la peur de perdre tout ce qu'elle connaissait. « Assieds-toi, ma chérie », murmura Marguerite d'une voix étranglée, ses mains tremblantes caressant les cheveux d'Élise. « Nous avons quelque chose d'important à te dire. » Auguste prit place sur l'autre chaise, ses grandes mains posées sur ses genoux. Le silence s'installa dans la petite cuisine, troublé seulement par le tic-tac de l'horloge murale et le crépitement du feu dans l'âtre. Élise regardait alternativement ses parents, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne s'arrête. Elle se sentait comme un animal pris au piège, incapable de comprendre pourquoi le monde qu'elle aimait s'écroulait autour d'elle. « Ma petite Élise », commença Auguste en se raclant la gorge, sa voix rauque trahissant son propre tourment. « Tu sais que nous t'aimons plus que tout au monde, n'est-ce pas ?»« Oui, papa », répondit-elle, sa voix à peine audible. Elle voulait croire que cet amour la protégerait, mais le ton de son père lui disait que quelque chose d'irréparable était sur le point de se produire. « Et tu sais aussi que nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi ?» Élise hocha la tête, ses grands yeux bruns fixés sur le visage de son père. Elle cherchait désespérément un signe d'espoir, une lueur qui lui dirait que tout irait bien. Mais une angoisse sourde naissait au creux de son ventre, comme une tempête prête à éclater. Marguerite prit la parole, sa voix tremblant légèrement. « Ma chérie, il va y avoir des changements dans ta vie. Des changements importants qui vont te permettre d'avoir une vie meilleure que la nôtre. »« Quel changement, maman ?» demanda Élise, sa voix tremblante. Elle sentait son monde vaciller, comme si le sol sous ses pieds devenait instable. Auguste et Marguerite échangèrent un regard lourd de sens. Ce regard, chargé de culpabilité et de résignation, brisa quelque chose en Élise. Elle comprit, sans encore savoir pourquoi, que ses parents s'apprêtaient à lui enlever quelque chose de précieux. « Tu vas te marier, Élise », annonça finalement Auguste. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise cligna des yeux plusieurs fois, comme si les mots de son père étaient une langue étrangère. Son esprit refusait de comprendre, mais son cœur, lui, hurlait de terreur. « Me marier ?» répéta-t-elle d'une petite voix à peine audible. « Mais je ne suis qu'une enfant, papa, et avec qui ?» Ses mains tremblaient sur ses genoux, et elle sentit une vague de nausée monter en elle.
Avec Monsieur Théodore de Bréviaire, répondit Marguerite en détournant les yeux, incapable de soutenir le regard de sa fille. C'est un homme très respectable, très estimé à Calais. Il est médecin et possède une grande maison. Tu ne manqueras de rien avec lui. Élise sentit le monde basculer autour d'elle. Le nom de Théodore de Bréviaire résonnait dans son esprit comme un glas. Elle l'avait entendu dans les murmures des adultes, prononcé avec respect, mais aussi avec une pointe de crainte. Cet homme, un médecin riche et influent, était un inconnu pour elle. Comment pouvait-elle devenir sa femme? Elle n'était qu'une enfant, une fillette qui jouait encore avec sa poupée de chiffon. Une terreur glacée s'empara d'elle, mêlée d'une incompréhension si profonde qu'elle en était presque physique. Mais je ne le connais pas, balbutia-t-elle, sa voix brisée par les larmes qu'elle retenait à grand-peine. Et je suis trop petite pour me marier. Auguste se leva et vint s'agenouiller devant sa fille, prenant ses petites mains dans les siennes. Ses paumes calleuses, habituellement réconfortantes, semblaient maintenant étrangères. « Écoute-moi bien, ma petite Élise, je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, mais Monsieur de Bréviaire est un homme bon. Il a promis de prendre soin de toi, de t'élever comme sa propre fille. Tu auras une éducation, de beaux vêtements, une chambre à toi toute seule dans sa grande maison. » Ces mots, censés la rassurer, ne firent qu'accentuer sa panique. Élise sentit une colère naître en elle, une colère d'enfant qui ne comprenait pas pourquoi ceux qu'elle aimait la trahissaient. « Mais je veux rester ici !» s'écria-t-elle en se dégageant. « Je veux rester avec vous. Je ne veux pas partir !» Ses larmes coulèrent enfin brûlantes sur ses joues, et elle sentit son cœur se déchirer entre la peur et le désespoir. Marguerite la prit dans ses bras et la berça doucement, ses propres larmes se mêlant à celles de sa fille. « Ma chérie, nous n'avons pas le choix. Nous sommes pauvres, et tu mérites mieux que cette vie. Monsieur de Bréviaire peut t'offrir tout ce que nous ne pouvons pas te donner. Mais je ne veux rien de tout cela. Je veux juste rester avec vous. » Élise sanglotait, son corps secoué par des spasmes. Elle se sentait trahie, abandonnée, comme si l'amour de ses parents, qu'elle avait toujours cru indéfectible, s'effritait sous ses yeux. Auguste se releva, le visage défait. Il se dirigea vers la fenêtre et contempla la courette où séchaient les lessives de sa femme, ces linges pauvres et rapiécés qui témoignaient de leur condition modeste. « Le mariage aura lieu dimanche prochain », annonça-t-il d'une voix sourde. « À l'église Saint-Nicolas, Monsieur de Bréviaire a tout arrangé avec le père Mathieu. »« Dimanche prochain ?» Élise se dégagea des bras de sa mère et les regarda tous les deux avec incrédulité. « Mais c'est dans 5 jours !» L'idée que son destin était scellé si rapidement la terrifia. 5 jours. 5 jours avant que sa vie ne soit arrachée à tout ce qu'elle connaissait. Oui, ma chérie, Monsieur de Bréviaire préfère que les choses se passent rapidement et discrètement. Il ne souhaite pas une grande cérémonie. Élise courut vers son père et s'accrocha à sa veste de travail, levant vers lui ses yeux baignés de larmes. « Papa, s'il vous plaît, ne me faites pas ça, je serai sage, je vous promets, je vous aiderai plus à la maison, je ne me plaindrai plus jamais, mais ne me mariez pas. » Sa voix était un cri désespéré, un appel à l'amour qu'elle croyait encore pouvoir la sauver. Auguste ferma les yeux, et Élise vit une larme couler sur sa joue burinée. Quand il les rouvrit, elle y lut une détermination douloureuse mais inébranlable. « C'est décidé, Élise, et c'est pour ton bien, même si tu ne peux pas le comprendre maintenant. Un jour, quand tu seras grande, tu nous remercieras. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle recula, le souffle coupé, sentant une fracture s'ouvrir en elle. Comment ses parents pouvaient-ils croire que l'abandonner à un inconnu était pour son bien? Elle se sentit soudain seule, infiniment seule, dans un monde où même ceux qu'elle aimait semblaient de la trahir. Cette nuit-là, Élise pleura dans son petit lit, serrant contre elle la poupée de chiffon que sa mère lui avait confectionnée pour ses 6 ans. Chaque sanglot était une tentative de retenir l'enfance qui lui échappait. Elle ne comprenait pas pourquoi le monde des adultes était si cruel, pourquoi il prenait des décisions qui faisaient mal sans écouter ce qu'elle ressentait. Elle se sentait comme une feuille emportée par le vent, sans contrôle sur sa destinée.
Dans la chambre voisine, Auguste et Marguerite parlaient à voix basse. Élise tendait l'oreille, saisissant des bribes de conversation qui ne faisaient qu'accroître sa confusion et son angoisse. 50 livres sterling, murmura son père. Plus qu'assez pour rembourser nos dettes et recommencer ailleurs. Tu crois vraiment qu'il prendra soin d'elle? Chuchota sa mère. Elle est si petite, Auguste. Il a donné sa parole. Et c'est un homme respectable, Marguerite. Elle aura une vie que nous ne pourrons jamais lui offrir. Mais elle n'est qu'une enfant. Elle s'adaptera. Les enfants s'adaptent toujours. Élise enfouit sa tête dans son oreiller pour ne plus entendre. Chaque mot était un coup de poignard. Il parlait d'argent, de dette, comme si elle n'était qu'un objet à échanger. La douleur de cette trahison était plus grande que tout ce qu'elle avait jamais ressenti. Elle se sentait vendue, abandonnée, et une colère sourde naquit en elle, mêlée de désespoir. Pourquoi sa mère doutait-elle si cet homme était si respectable? Pourquoi son père semblait-il si sûr de lui, alors que tout en elle criait que quelque chose n'allait pas? Les jours suivants passèrent comme dans un rêve étrange. Marguerite emmena Élise chez Madame Leclerc, la couturière de la rue de la Paix, pour commander une robe de mariée. C'était une robe simple, en soie écrue, avec de petites manches bouffantes et un col de dentelle. Élise la trouva jolie, mais chaque regard dans le miroir lui renvoyait l'image d'une étrangère. Elle se sentait déguisée, comme une poupée qu'on préparait pour une pièce de théâtre dont elle ignorait le script. « Tu es une petite mariée magnifique », lui dit Madame Leclerc en ajustant l'ourlet, un sourire forcé sur les lèvres. « Monsieur de Brévières va être très fier de toi. »« Vous le connaissez ?» demanda Élise timidement, cherchant un indice, un signe que cet homme pourrait être différent de l'image terrifiante qu'elle se faisait de lui. « Bien sûr, ma petite. C'est le médecin de ma famille depuis des années. Un homme très distingué, très généreux. Tu as beaucoup de chance. » Mais Élise ne se sentait pas chanceuse. Elle se sentait piégée, comme un oiseau dans une cage dont elle ne voyait pas encore les barreaux. Les mots de Madame Leclerc sonnaient faux, comme si elle aussi cachait quelque chose. Le vendredi, Théodore de Brévières vint rendre visite à la famille Moreau. Élise l'attendait dans le petit salon, assise bien droite sur le canapé de crin, les mains croisées sur ses genoux comme sa mère le lui avait enseigné. Son cœur battait à tout rompre, et une sueur froide coulait dans son dos. Elle avait peur de cet homme, de ce qu'il représentait, mais elle ne savait pas encore pourquoi. Quand il entra, accompagné de ses parents, Élise leva les yeux vers l'homme qu'elle épouserait dans 2 jours. Théodore de Brévières était grand et mince, avec des cheveux poivre et sel soigneusement peignés et une moustache bien taillée. Il portait un costume de drap fin et une montre à gousset dont la chaîne dorée brillait sur son gilet. Ses yeux gris-bleus la détaillèrent avec une attention qui la fit frissonner de malaise. Il y avait dans ce regard quelque chose de froid, de calculateur, qui semblait la réduire à une chose plutôt qu'à une personne. « Bonsoir, Élise », dit-il en s'inclinant légèrement. Sa voix était grave et posée avec l'accent de la bourgeoisie éduquée. « Je suis heureux de faire ta connaissance. »« Bonsoir, monsieur », répondit-elle d'une petite voix, se levant pour faire la révérence comme sa mère le lui avait montré. Elle sentit ses joues s'enflammer sous l'intensité de son regard, et une peur instinctive la traversa. Il s'approcha d'elle et posa sa main sur sa tête, caressant ses cheveux châtains. « Tu es une très jolie petite fille, » murmura-t-il. « Nous allons être très heureux ensemble. » Élise frissonna sous cette caresse. Ce contact, censé être rassurant, lui donna la chair de poule. Il y avait quelque chose dans ce geste, dans ce regard, qui la mettait profondément mal à l'aise. C'était différent de l'affection bourrue de son père ou de la douceur de sa mère. C'était un regard qui semblait la posséder, la jauger comme on évalue une marchandise. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir cette intensité, et sentit une vague de honte inexplicable l'envahir. La conversation entre les adultes se déroula sans elle. Elle resta silencieuse, observant cet homme qui serait bientôt son époux, essayant de comprendre ce qu'il attendait d'elle. De temps en temps, il posait sur elle ce regard troublant, accompagné d'un sourire qui ne parvenait pas à masquer quelque chose de dur et de possessif.
Chaque sourire était comme une chaîne invisible qui s'enroulait autour de son cœur, resserrant l'étau de sa peur. Quand Théodore repartit ce soir-là, il laissa une enveloppe à Auguste. Élise vit son père compter les billets avec des mains tremblantes, et sa mère se détourner pour essuyer des larmes qu'elle croyait discrètes. Ce geste, ce troc silencieux, lui donna la nausée. Elle comprit, avec une clarté brutale, quel était le prix de cette enveloppe. La trahison de ses parents, bien qu'enveloppée de mots d'amour, la blessa profondément, et elle sentit une partie d'elle-même se fermer, comme une fleur qui se replie sous la tempête. Cette nuit-là fut la dernière qu'Élise passa dans la maison de ses parents en tant que petite fille libre. Elle ne ferma pas l'œil, comptant les heures qui la séparèrent de ce mariage qu'elle ne voulait pas. Chaque tic-tac de l'horloge était un rappel cruel du temps qui s'écoulait, emportant avec lui son enfance. Elle se sentait impuissante, minuscule, face à un destin qu'elle ne pouvait ni comprendre ni contrôler. Le dimanche matin, elle enfila sa robe de mariée en soie écrue. Marguerite lui brossa les cheveux et les attacha avec un ruban blanc, puis posa sur sa tête un petit voile de tulle qui lui descendait jusqu'aux épaules. Dans le miroir de la coiffeuse, Élise vit son reflet et ne se reconnut pas. Cette petite mariée lui semblait être une étrangère, une poupée habillée pour un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Une vague de tristesse l'envahit, mêlée d'une étrange résignation. Elle se sentait détachée de son propre corps, comme si elle observait sa vie se dérouler sans pouvoir intervenir. « Tu es belle comme un ange », murmura Marguerite en l'embrassant sur le front. « Souviens-toi toujours que nous t'aimons, ma chérie. Quoi qu'il arrive, n'oublie jamais cela. » Ces mots, bien qu'empreints d'amour, sonnaient creux aux oreilles d'Élise. Si ses parents l'aimaient, pourquoi la livraient-ils à cet homme? Elle voulait crier, supplier, mais elle se contenta de hocher la tête, ses lèvres tremblantes. Elle se sentait comme une condamnée montant à l'échafaud, incapable de changer son destin. La cérémonie eut lieu à 8 heures du matin, avant la grand-messe, dans la petite chapelle latérale de l'église Saint-Nicolas. Comme l'avait souhaité Théodore, il n'y avait que peu de témoins. Les parents d'Élise, le père Mathieu, Madame Roussel, la gouvernante, et un homme âgé que Théodore présenta comme son notaire, maître Beaumont. L'absence de joie, de musique, de fleurs renforçait l'impression d'un rituel froid et mécanique. Élise se sentait comme un objet passé de main en main, sans voix ni volonté. Elle se tenait debout devant l'autel, si petite dans sa robe blanche qu'elle ressemblait davantage à une communiante qu'à une mariée. À côté d'elle, Théodore dominait de toute sa hauteur, imposant dans son costume noir et sa redingote. Le contraste était saisissant et dérangeant, et Élise sentit un frisson glacé la parcourir. Elle se sentait minuscule, vulnérable, comme une poupée placée à côté d'un géant. Le père Mathieu, un homme d'une 60aine d'années au visage buriné par des décennies de ministère dans ce quartier populaire de Calais, semblait mal à l'aise. Il récita les paroles du mariage d'une voix monocorde, évitant de croiser le regard de la petite mariée. Élise sentit son malaise, et cela ne fit qu'amplifier sa peur. Même le prêtre, censé représenter la justice divine, semblait incapable de la protéger. « Théodore Augustin de Bréviaire, acceptez-vous de prendre pour épouse Élise-Marie Moreau, ici présente ?»« Oui, je l'accepte. » La voix de Théodore résonna clairement dans la petite chapelle, et Élise sentit un frisson d'effroi la traverser. Elle leva les yeux vers lui et vit dans son regard cette même expression troublante qu'elle avait remarquée lors de sa visite. Un mélange de désir et de contrôle qui la fit reculer intérieurement. « Élise-Marie Moreau, acceptez-vous de prendre pour époux Théodore Augustin de Bréviaire, ici présent ?» Élise ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son esprit hurlait « non », mais son corps, figé par la peur et la pression, refusa de bouger. Elle regarda ses parents, espérant un miracle, un signe qu'ils changeraient d'avis. Mais Auguste hocha la tête avec fermeté, et Marguerite baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. La trahison était complète, et Élise sentit son cœur se briser. « Oui », murmura-t-elle si faiblement que le père Mathieu dut lui demander de répéter. « Oui, je l'accepte. » Ces mots lui semblèrent arrachés de force, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers elle.
Elle se sentait détachée, comme si son âme quittait son corps pour échapper à cette réalité insupportable. Les anneaux furent échangés. Celui que Théodore glissa à son doigt était trop grand et glissait jusqu'à la jointure. Il lui sembla peser des tonnes, comme un lien qui l'enchaînait définitivement à cet homme qu'elle ne connaissait pas. Elle sentit une panique sourde monter en elle, mais elle la refoula, par peur de ce qui pourrait arriver si elle s'effondrait. « Vous pouvez embrasser la mariée », dit le père Mathieu avec une réticence mal dissimulée. Théodore se pencha vers Élise et déposa un baiser sur ses lèvres. Ce fut le premier baiser qu'elle reçut d'un homme autre que son père, et il la bouleversa. Il y avait dans ce baiser quelque chose d'adulte, de possessif, qui viola son innocence. Elle recula instinctivement, son corps criant ce que sa voix ne pouvait exprimer. Une nausée la saisit, et elle dut se mordre la lèvre pour ne pas pleurer. « Ma femme », murmura-t-il en la regardant intensément. « Ma petite femme ». Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Élise comme une sentence. Elle comprit avec une clarté terrifiante que sa vie d'enfant venait de se terminer à jamais. Elle se sentit dépossédée d'elle-même, comme si son identité s'effaçait pour laisser place à une étrangère nommée Madame de Bréviaire. Après la cérémonie, Madame Roussel s'approcha d'elle. C'était une femme d'une 50aine d'années, sèche et austère, vêtue de noir de la tête aux pieds. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon si strict qu'il tirait les traits de son visage anguleux. Son regard froid fit frissonner Élise, comme si cette femme était le gardien d'une prison invisible. « Venez, Madame de Bréviaire, dit-elle d'une voix cassante. Il est temps de rentrer à la maison. Madame de Bréviaire. » Ce titre sonnait comme une condamnation. Élise réalisa qu'elle n'était plus Élise Moreau. Elle était devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Une vague de désespoir l'envahit, et elle sentit ses jambes trembler sous elle. Elle serra une dernière fois ses parents dans ses bras. Marguerite pleurait sans retenue, et Auguste détournait les yeux pour cacher ses propres larmes. Élise voulait hurler, leur demander pourquoi ils l'abandonnaient, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle se sentait comme un agneau conduit à l'abattoir, incapable de résister. « Sois sage, ma petite », lui chuchota sa mère à l'oreille, « et souviens-toi que nous t'aimons. »« Maman », commença Élise, mais Madame Roussel l'interrompit. « Allons, Madame de Bréviaire, monsieur vous attend. » Élise monta dans la voiture qui l'emmenait vers sa nouvelle vie. Par la vitre arrière, elle regarda s'éloigner l'église Saint-Nicolas, puis la rue des Tisserands où elle avait grandi. Chaque maison, chaque arbre, chaque pavé semblait lui dire adieu. Elle sentit une partie d'elle-même mourir, emportée par les brumes matinales de Calais. Ses larmes coulaient en silence, et elle se demanda si elle reverrait un jour ce monde qui était le sien. Théodore était assis à côté d'elle, silencieux. De temps en temps, il posait sa main sur la sienne, et Élise sentait à travers ses gants de soie la chaleur troublante de cette paume d'homme qui avait maintenant tous les droits sur elle. Chaque contact était une intrusion, un rappel de sa nouvelle réalité. Elle se sentait prisonnière, non seulement de la voiture, mais de ce mariage, de cet homme, de ce destin qu'elle n'avait pas choisi. La voiture s'arrêta devant une grande demeure de pierre blanche, située dans l'avenue Victor Hugo, l'une des plus prestigieuses de Calais. C'était une maison bourgeoise à 3 étages, avec des balcons en fer forgé et de grandes fenêtres à petits carreaux qui reflétaient la lumière grise de ce dimanche d'octobre. Élise leva les yeux vers cette imposante façade et un frisson la parcourut. Cette maison, si belle soit-elle, lui semblait être une prison dorée, un lieu où son enfance serait enfermée à jamais. « Bienvenue chez toi, ma chère Élise », dit Théodore en l'aidant à descendre de voiture. Son ton était doux, mais il y avait dans sa voix une note de triomphe qui la fit frémir. Madame Roussel ouvrit la lourde porte d'entrée, et Élise pénétra dans le hall de marbre où l'attendait sa nouvelle vie. Le son de ses petits pas résonna étrangement dans cet espace trop grand, trop froid, trop silencieux. Elle se sentit minuscule, insignifiante, comme un grain de sable dans un océan de pierre. « Montrez-lui sa chambre, Madame Roussel », ordonna Théodore, « et veillez à ce qu'elle se repose. La journée a été longue pour une si jeune épouse. » Élise suivit la gouvernante dans l'escalier de chêne ciré.
À chaque marche qu'elle gravissait, elle sentait son passé s'éloigner et une peur sourde s'installer en elle. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle pressentait que cette maison cachait des secrets qu'elle n'était pas prête à affronter. Sa chambre se trouvait au 2e étage, au bout d'un long couloir tapissé de papier peint à motifs floraux. C'était une belle pièce, meublée d'un lit à baldaquin, d'une coiffeuse de marqueterie et d'une armoire de noyer. Les rideaux de velours bleu roi étaient tirés, plongeant la pièce dans une pénombre feutrée. Mais cette beauté semblait fausse à Élise, comme un décor destiné à cacher une vérité plus sombre. « Voici votre chambre, madame », annonça madame Roussel en allumant une lampe à pétrole. « Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Le dîner sera servi à 7 heures précises. Monsieur n'aime pas attendre. » Élise s'assit sur le bord du lit et regarda autour d'elle. Cette chambre était plus grande que toute la maison de ses parents, mais elle s'y sentait perdue, effrayée, comme une étrangère dans un monde qui ne lui appartenait pas. Elle serra ses bras autour d'elle, cherchant un réconfort qui ne venait pas. « Madame Roussel » appela-t-elle timidement, sa voix tremblante. « Oui, est-ce que monsieur de Brévières est gentil ?» demanda-t-elle, espérant, contre toute raison, une réponse qui apaiserait ses craintes. La gouvernante s'arrêta dans l'embrasure de la porte et se retourna lentement. Dans la lumière vacillante de la lampe, son visage semblait encore plus austère qu'à l'ordinaire. « Monsieur est un homme exigeant, mais juste, » répondit-elle d'une voix neutre. « Si vous vous montrez obéissante et docile, vous n'aurez aucun problème. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus bas, « Un conseil, madame, ne posez pas trop de questions. Monsieur n'aime pas cela. » Puis elle sortit, laissant Élise seule avec ses interrogations et ses peurs. La fillette s'allongea sur le lit, encore vêtue de sa robe de mariée, et ferma les yeux. Elle essaya d'imaginer ses parents dans leur petite maison de la rue des Tisserands, mais cette image, autrefois si réconfortante, ne faisait qu'accentuer sa douleur. Elle se sentait abandonnée, trahie, et une solitude écrasante l'enveloppa. Elle se demanda si elle pourrait un jour se sentir chez elle dans cette maison ou si elle était condamnée à n'être qu'une ombre dans la vie de Théodore de Brévières. Les semaines qui suivirent le mariage furent pour Élise une plongée dans un monde où chaque jour semblait éroder un peu plus son âme. La maison de Brévières, avec ses hauts plafonds et ses corridors silencieux, était devenue une prison où chaque bruit, le craquement du plancher, le claquement d'une porte, la faisait sursauter. Elle se sentait comme un oiseau dont on avait coupé les ailes, forcé de marcher là où il aurait dû voler. Le lendemain de ses noces, elle fut réveillée à 6 heures par madame Roussel, dont la silhouette austère semblait surgir de l'ombre comme un spectre. La gouvernante apportait un plateau de petit déjeuner et une pile de vêtements soigneusement pliés. Élise, encore engourdie par le sommeil et le choc de la veille, sentit une vague d'épuisement l'envahir. Elle n'avait pas dormi, hantée par le souvenir du baiser de Théodore et par l'image de ses parents s'éloignant dans la brume. « Monsieur vous attend dans son cabinet à 8 heures précises », annonça madame Roussel en tirant les rideaux d'un geste sec, laissant entrer une lumière grise qui semblait incapable de réchauffer la pièce. « Il a établi votre emploi du temps. » Élise s'assit dans son lit, ses mains tremblantes posées sur la couverture. Le plateau contenait des mets qu'elle n'avait jamais goûtés. Des confitures importées d'Angleterre, du thé de Ceylan, des petits pains briochés dorés à souhait. Chez ses parents, le petit déjeuner était simple, pain bis et chicorée, mais il était accompagné de rires et de chaleur. Ici, tout semblait calculé, froid, comme si chaque bouchée était un rappel de sa nouvelle condition. Elle sentit une boule dans sa gorge, un mélange de nostalgie et de peur. « Un emploi du temps ?» demanda-t-elle timidement, sa voix à peine audible. Elle se sentait comme une intruse dans cette maison, une enfant jouant un rôle qu'elle ne comprenait pas. « Monsieur tient à ce que votre éducation soit parfaite », répliqua madame Roussel en sortant une robe de laine bleue de la pile de vêtements. « Vous n'êtes plus une petite fille du peuple, madame de Brévières. Vous devez apprendre à vous comporter comme une dame. » Le titre « Madame de Brévières » résonnait comme une insulte. Élise baissa les yeux, sentant une honte inexplicable l'envahir.
La robe que Madame Roussel lui tendit était magnifique, avec des boutons de nacre et un col de dentelle, mais elle était taillée pour une femme adulte. Sur son corps menu, elle flottait de façon grotesque, accentuant son sentiment d'être une poupée déguisée pour un jeu cruel. Elle se regarda dans le miroir et l'image qui lui fut renvoyée lui donna envie de pleurer. Elle ne se reconnaissait pas. Où était la petite fille qui courait dans la cour de l'école, riant avec ses amis? Cette Élise semblait avoir disparu, remplacée par une étrangère qu'elle détestait. À 8 heures pile, elle descendit au rez-de-chaussée et frappa à la porte du cabinet de Théodore, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. La pièce était lambrissée de chêne sombre, meublée d'un imposant bureau et de bibliothèques qui montaient jusqu'au plafond. L'odeur du cuir et du tabac imprégnait l'atmosphère, créant une ambiance masculine et intimidante. Élise se sentit minuscule, comme si elle entrait dans l'antre d'un ogre. Théodore était assis derrière son bureau, une plume à la main, examinant des documents qu'il rangea précipitamment à son arrivée. Son regard, lorsqu'il se posa sur elle, était le même que celui qu'il avait eu à l'église, intense, pénétrant, presque avide. Élise sentit un frisson la parcourir, et elle dut se forcer à rester immobile pour ne pas reculer. « Ah, Élise, entre ma chérie, assieds-toi. » Il désigna une petite chaise placée face à son bureau, dans la position de quelqu'un qui va recevoir des ordres. Élise obéit, croisant les mains sur ses genoux comme sa mère le lui avait enseigné. Mais ses mains tremblaient et elle les serra fort pour cacher sa peur. Elle se sentait exposée, vulnérable, comme si chaque mot qu'elle prononcerait pouvait être une faute. « Nous allons établir les règles de ta nouvelle vie », commença-t-il en la dévisageant avec cette intensité troublante qu'elle commençait à redouter. « Premièrement, tu ne sortiras de cette maison qu'en ma compagnie ou avec mon autorisation expresse. Deuxièmement, tu ne recevras aucune visite et tu n'écriras aucune lettre sans mon accord. Troisièmement, tu obéiras en toutes choses à Madame Roussel et à moi-même. » Chaque règle était comme un barreau de plus ajouté à sa cage. Élise sentit sa gorge se serrer et une panique silencieuse l'envahit. Elle voulait crier, demander pourquoi elle était traitée comme une prisonnière, mais la peur la paralysa. Ces règles n'étaient pas celles d'un foyer, mais celles d'une prison. Elle pensa à ses parents, à leur petite maison, et une vague de nostalgie la submergea. Pourquoi l'avait-il abandonnée à cet homme? Mais, et mes parents, est-ce que je pourrais les voir? Demanda-t-elle, sa voix tremblante d'espoir et de désespoir mêlés. Le visage de Théodore se durcit imperceptiblement et Élise sentit son cœur se serrer. « Tes parents ont choisi de te confier à moi, Élise. Ils ont renoncé à leurs droits sur toi. Tu n'as plus de famille que moi désormais. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poignard. Elle sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, comme si son cœur se brisait à nouveau. Ses parents, les seules personnes qu'elle avait jamais aimées, l'avaient abandonnée. Elle se sentit orpheline, même s'ils étaient encore vivants. Une colère sourde monta en elle, mais elle était trop faible, trop effrayée pour l'exprimer. Elle baissa les yeux, ravalant ses larmes, et hocha la tête en silence. Les jours suivants établirent la routine qui gouvernerait désormais sa vie. Réveil à 6 heures, petit déjeuner dans sa chambre, puis une succession de leçons qui l'occupaient du matin au soir. Madame Beaumont, une femme corpulente d'une 60aine d'années, lui enseignait comment marcher, parler, s'asseoir et se tenir à table selon les codes de la bourgeoisie. Chaque correction, « Redressez-vous, madame, ne croisez pas les jambes ainsi », ou était comme un reproche, un rappel qu'elle n'était pas à la hauteur de ce rôle qu'on lui imposait. Élise se sentait inadéquate, maladroite, comme si elle trahissait sa propre nature en essayant de devenir cette dame qu'elle n'était pas. Monsieur Leblanc, un vieil homme aux lunettes épaisses et aux mains tachées d'encre, lui faisait réciter des vers et résoudre des problèmes d'arithmétique. Ces leçons, bien qu'intellectuellement stimulantes, étaient une torture pour Élise. Elle se sentait déconnectée, comme si son esprit refusait de s'engager dans ce monde artificiel.
Chaque mot qu'elle lisait, chaque calcul qu'elle résolvait, semblait appartenir à une autre personne, une Élise qu'elle ne reconnaissait pas. Mais c'étaient les leçons avec Théodore qui l'angoissaient le plus. Elles avaient lieu le soir, après le dîner, dans le petit salon attenant à sa chambre. Il lui faisait lire des passages de livres qu'elle ne comprenait qu'à moitié, des textes sur l'amour conjugal et les devoirs de l'épouse qui la mettaient profondément mal à l'aise. Chaque mot semblait chargé d'une menace implicite et elle sentait son regard peser sur elle, comme s'il cherchait à pénétrer son âme. Elle se sentait nue sous ce regard, vulnérable, et une peur constante l'habitait, même lorsqu'il souriait. Un soir de novembre, alors qu'une pluie battante fouettait les fenêtres de la grande maison, Théodore referma le livre qu'elle venait de lire et s'approcha du canapé où elle était assise. Élise sentit son cœur s'accélérer et une sueur froide coula dans son dos. Elle voulait fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. « Élise, tu as maintenant 10 ans !» dit-il en s'installant à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur de son eau de Cologne. « Il est temps que tu comprennes certaines choses sur le mariage. » Ces mots la glacèrent. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, mais son ton doux et menaçant à la fois la terrifia. Cette nuit-là, Élise découvrit ce que signifiait réellement être l'épouse d'un homme comme Théodore de Bréviaire. Elle apprit que les mots « amour conjugal » dissimulaient des réalités que son esprit d'enfant ne pouvait pas appréhender. Chaque geste, chaque mot de Théodore était une violation de son innocence, une blessure qui s'imprimait dans son corps et son âme. Elle se sentit salie, brisée, comme si une partie d'elle-même lui avait été arrachée. Au petit matin, elle resta allongée dans son lit, le regard fixé sur le plafond orné de moulures dorées. Elle avait mal partout, dans son corps et dans son âme. Mais plus encore que la douleur physique, c'était la compréhension de sa situation qui la paralysait de désespoir. Elle se sentait prisonnière, non seulement de cette maison, mais de son propre corps, de cette vie qui n'était plus la sienne. Elle voulait crier, hurler sa douleur, mais elle n'avait plus de voix. Elle se sentait comme une coquille vide, une poupée dont on avait arraché le cœur. Dans les semaines qui suivirent, Élise sombra dans un mutisme presque total. Elle obéissait aux ordres sans discuter, subissait les leçons sans protester, acceptait les caresses et les violences de son époux avec la résignation d'une poupée de porcelaine. Chaque jour, elle se sentait s'éloigner un peu plus d'elle-même, comme si son âme se repliait dans un coin sombre pour survivre. Elle ne pleurait plus, les larmes semblaient s'être taries, mais une colère sourde grandissait en elle, une colère qu'elle n'osait pas encore exprimer. C'est alors qu'elle découvrit qu'une partie du mur mitoyen avec la propriété voisine s'était effondrée et avait été réparée avec des planches mal jointes. Par les interstices, elle pouvait apercevoir le jardin de la maison voisine et parfois entendre des voix. Ces moments, bien que rares, étaient comme une bouffée d'air frais dans sa prison. Elle s'y rendait dès qu'elle le pouvait, sous prétexte de prendre l'air, mais en réalité elle cherchait un lien, même ténu, avec le monde extérieur. Un après-midi de décembre, alors qu'elle se promenait mélancoliquement le long de ce mur, une voix d'enfant l'interpella. « Hé, toi, là-bas !» Élise sursauta, son cœur s'accélérant. Elle s'approcha de la clôture, et par un interstice plus large que les autres, elle aperçut un garçon d'une 12aine d'années, aux cheveux roux et bourriffés et aux yeux verts malicieux. Son sourire, franc et sans malice, fut comme une lumière dans l'obscurité de sa vie. « Tu es la nouvelle Madame de Bréviaire ?» demanda-t-il avec la curiosité directe de l'enfance. Élise hocha la tête timidement. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas parlé à quelqu'un de son âge qu'elle en avait presque oublié comment faire. Elle se sentait gauche, vulnérable, mais aussi étrangement réconfortée par ce contact inattendu. « Je m'appelle Henri Delacroix. Ma famille habite la maison d'à côté. Et toi ?»« Élise » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Elle hésita, ne sachant quel nom donner. Était-elle encore Élise Moreau, la fille qu'elle avait été, ou était-elle condamnée à n'être que Madame de Bréviaire? « Élise comment ?»« Élise Moreau », dit-elle finalement, s'accrochant à ce nom comme à un dernier vestige de son identité.
Prononcer ce nom fut un acte de défi, une façon de se rappeler qu'elle existait encore, quelque part sous les couches de peur et de soumission. « Tu as l'air triste, Élise Moreau, ça ne va pas ?» Cette question, posée avec une simplicité désarmante, brisa quelque chose en elle. Pour la première fois depuis des semaines, Élise sentit une larme couler sur sa joue. Non pas de peur ou de douleur, mais de soulagement. Quelqu'un l'avait vue, vraiment vue, au-delà du titre imposé par Théodore. Elle se sentit soudain moins seule, comme si un fil invisible la reliait à nouveau au monde. « Je ne sais pas », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Tout est si différent ici. » Elle voulait en dire plus, lui confier sa peur, sa douleur, mais les mots restaient coincés dans sa gorge, prisonniers des murs de silence qui l'entouraient. Henri s'accroupit de l'autre côté du mur, son visage pressé contre l'interstice. « Écoute, Élise, si tu veux parler, je viens souvent ici. Mes parents ne font pas attention, ils sont toujours occupés avec leurs affaires. » Élise esquissa un sourire timide, le premier depuis des semaines. « Merci, Henri. » Ces deux mots, si simples, étaient un acte de courage, un pas vers la lumière dans l'obscurité de sa vie. Mais avant qu'elle puisse dire autre chose, la voix sévère de Madame Roussel résonna dans le jardin. « Madame de Brévière, rentrez immédiatement. Monsieur n'aime pas que vous vous attardiez dehors. » Élise lança un dernier regard à Henri, qui lui fit un clin d'œil complice avant de disparaître dans les buissons. Elle retourna vers la maison, son cœur un peu plus léger, mais toujours prisonnier de cette cage dorée. Pourtant, pour la première fois, elle sentit une étincelle d'espoir, fragile mais tenace, s'allumer en elle. Henri était là, de l'autre côté du mur, et peut-être, juste peut-être, il pourrait l'aider à retrouver une partie d'elle-même. Et si ce garçon, Henri, était la première lueur d'espoir dans l'obscurité d'Élise. Mais que cache vraiment cette maison, et pourquoi tout le monde semble-t-il éviter de parler de ce qui se passe derrière ces murs? Restez avec nous pour découvrir ce qui attend Élise. L'hiver s'était abattu sur Calais comme une sentence, enveloppant la ville d'un froid mordant. Les cheminées de l'avenue Victor Hugo crachaient des volutes de fumée qui se mêlaient au brouillard marin, donnant à la demeure de Brévière l'apparence d'un vaisseau fantôme perdu dans la brume. Pour Élise, chaque jour dans cette maison était une lutte pour ne pas se perdre complètement. Elle se sentait comme une ombre, glissant silencieusement dans les corridors, évitant les regards des domestiques et les ordres tranchants de Madame Roussel. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Un mélange de peur, de colère et d'un désir désespéré de comprendre pourquoi sa vie avait pris ce tournant. Elle avait pris l'habitude de s'échapper dans le jardin dès qu'elle le pouvait, sous prétexte de prendre l'air. En réalité, c'était pour retrouver Henri, dont les conversations à travers le mur étaient devenues son seul refuge. Chaque mot échangé avec lui était une bouffée d'oxygène, un rappel qu'un monde existait au-delà de ces murs. Mais même ces moments étaient teintés de peur, la peur d'être surprise, d'attirer la colère de Théodore ou de Madame Roussel. Elle se sentait comme un voleur, dérobant des instants de liberté dans un monde qui cherchait à l'étouffer. Un après-midi, alors que la neige tombait doucement sur Calais, Henri lui tendit un petit carnet à travers l'interstice du mur. « Tiens, Élise, écris ce que tu ressens. Ça aide, tu sais. Moi, je le fais quand je suis en colère contre mon père. » Élise prit le carnet avec précaution, comme si c'était un objet sacré. Ses doigts tremblaient, non pas de froid, mais d'une étrange excitation mêlée de peur. Écrire, c'était dangereux. Si Madame Roussel ou Théodore le trouvaient, elle ne pouvait imaginer les conséquences. Mais c'était aussi un acte de rébellion, une façon de reprendre une partie de son âme. « Merci, Henri », murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Elle se sentait à la fois reconnaissante et terrifiée, comme si ce simple carnet pouvait être à la fois sa salvation et sa perte. « Cache-le sous ton matelas », répondit-il avec un sourire espiègle. Il ne regarde jamais là-dessous. Ce soir-là, dans la solitude de sa chambre, Élise ouvrit le carnet. La lumière vacillante de la lampe à pétrole projetait des ombres dansantes sur les murs, et elle sentit une étrange intimité dans cet instant. Elle prit un crayon et commença à écrire,
d'abord hésitante, puis avec une urgence croissante. Elle décrivit sa peur, qui la réveillait la nuit, la sensation d'être observée à chaque instant, la douleur de l'abandon de ses parents. Elle écrivit sur Théodore, sur son regard qui la faisait se sentir comme une proie, sur les moments où il entrait dans sa chambre et où elle souhaitait disparaître. Chaque mot était une libération, mais aussi une blessure, car mettre des mots sur sa douleur la rendait plus réelle. Mais ce fut une découverte accidentelle qui changea tout. Un matin, alors qu'elle rangeait ses affaires dans l'armoire de noyer, Élise sentit une planche céder sous ses doigts. Son cœur s'accéléra. Elle avait appris à craindre tout ce qui sortait de l'ordinaire dans cette maison. Intriguée, elle souleva la planche et découvrit un compartiment secret. À l'intérieur, il y avait une pile de lettres jaunies, attachées par un ruban rouge délavé et un petit médaillon en argent gravé d'initiales. C.D. Élise sentit une vague d'excitation mêlée de terreur l'envahir. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû toucher ces objets, mais une force plus grande qu'elle, peut-être la curiosité, peut-être le désespoir, la poussa à ouvrir une lettre. L'écriture était élégante mais tremblante, comme si la main qui l'avait tracée était rongée par la peur. Élise, bien que sa lecture fût encore hésitante, parvint à déchiffrer des fragments. « Il m'a promis la liberté. Deuil, je ne peux plus supporter ses exigences. Personne ne doit savoir. » Les lettres étaient signées Claire. Son cœur battait à tout rompre. Qui était Claire? Pourquoi ces lettres étaient-elles cachées ici? Et pourquoi ce médaillon portait-il des initiales qui semblaient vaguement familières? Élise sentit un frisson la parcourir, un mélange de peur et d'espoir. Était-il possible que Théodore ait eu une autre épouse avant elle, une épouse dont personne ne parlait? Elle se sentit soudain moins seule, comme si Claire, où qu'elle soit, était une sœur dans la souffrance. Mais cette pensée était aussi terrifiante. Si Claire avait été là avant elle, qu'était-il advenu d'elle? Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. La porte de sa chambre s'ouvrit brusquement et Madame Roussel entra, le visage plus sévère que jamais. « Que faites-vous, madame ?» Élise referma précipitamment l'armoire, le médaillon serré dans sa main. Sa gorge se noua et elle sentit la panique monter en elle. « Rien, madame. Je rangeais mes vêtements. » balbutia-t-elle, son cœur battant si fort qu'elle craignait que la gouvernante ne l'entende. Madame Roussel plissa les yeux, visiblement suspicieuse, mais ne dit rien de plus. « Monsieur vous attend pour le dîner, ne le faites pas attendre. » Ce soir-là, pendant le dîner, Élise observa Théodore avec une attention nouvelle. Ses manières polies, son sourire calculateur, son regard qui semblait toujours chercher quelque chose en elle. Tout prenait une teinte différente à la lumière de sa découverte. Elle se sentait à la fois terrifiée et étrangement puissante. Elle avait un secret, quelque chose que Théodore ignorait. Mais cette pensée était aussi effrayante. Si elle était découverte, que ferait-il? Elle se força à manger, chaque bouchée lui donnant la nausée, tandis qu'elle luttait pour cacher la tempête d'émotions qui faisait rage en elle. Une lettre oubliée, un médaillon mystérieux. Élise vient de découvrir une fissure dans le mur de silence qui entoure son mariage. Mais que risque-t-elle en creusant plus loin? La vérité est-elle une libération ou une condamnation? Le printemps tenta timidement de percer le gris de Calais, mais dans la maison de Bréviaire, l'atmosphère restait lourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Élise, désormais plus audacieuse grâce à ses conversations secrètes avec Henri et à la découverte des lettres de Claire, vivait dans un état constant de tension. Chaque pas qu'elle faisait dans la maison était calculé, chaque mot prononcé pesé avec soin. Elle se sentait comme un funambule, marchant sur une corde raide entre la soumission et la rébellion. La peur était toujours là, mais elle était maintenant accompagnée d'une détermination nouvelle, un feu intérieur qui refusait de s'éteindre. Elle avait caché le carnet d'Henri sous son matelas et y écrivait chaque soir, consignant non seulement ses pensées, mais aussi les fragments des lettres de Claire qu'elle parvenait à lire. Chaque mot qu'elle copiait semblait renforcer sa résolution. Écrire était devenu son acte de résistance, une façon de crier en silence contre l'oppression qui l'étouffait.
Mais chaque fois qu'elle ouvrait le carnet, elle sentait une vague de peur l'envahir. Et si Théodore ou Madame Roussel le trouvaient? Cette pensée la hantait, mais elle ne pouvait s'arrêter. Écrire, c'était exister. Un jour, alors que Théodore était absent pour une visite médicale à Dunkerque, Élise profita d'un moment où Madame Roussel était occupée à la cuisine pour explorer le grenier. L'escalier étroit menant au dernier étage était poussiéreux et les marches craquaient sous ses pas légers. Chaque bruit la faisait sursauter, comme si la maison elle-même la surveillait. Le grenier était un labyrinthe de malles, de meubles recouverts de draps et de toiles d'araignée qui dansaient dans la lumière pâle des lucarnes. Élise se sentait comme une intruse, mais aussi étrangement vivante. Pour la première fois depuis des mois, elle agissait par sa propre volonté. Dans un coin, elle trouva une vieille malle verrouillée, mais la serrure était rouillée et céda facilement sous la pression d'un vieux tournevis qu'elle avait trouvé. À l'intérieur, elle découvrit des vêtements féminins, des robes de soie, des châles brodés, un chapelet en ivoire. Et, au fond, un journal intime relié en cuir, avec les mêmes initiales CD gravées sur la couverture. Son cœur s'accéléra et une vague d'excitation mêlée de terreur l'envahit. Elle savait qu'elle touchait à quelque chose d'interdit, mais elle ne pouvait s'arrêter. Le journal appartenait à Claire Delorme, une jeune femme qui avait vécu dans cette maison 10 ans plus tôt. Ses entrées décrivaient une vie étrangement similaire à celle d'Élise. Un mariage arrangé avec Théodore, des promesses d'une vie meilleure, puis une descente progressive dans l'isolement et la peur. Mais ce qui frappa Élise comme un coup de poignard fut une phrase. Il ne veut pas d'une épouse, mais d'une poupée qu'il peut modeler à sa guise. Ces mots résonnèrent en elle, confirmant ses pires craintes. Elle se sentit à la fois terrifiée et validée. Elle n'était pas seule dans sa souffrance, mais cela signifiait aussi que Théodore était capable de choses bien plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. Élise referma le journal, les mains tremblantes. Elle sentit une colère nouvelle monter en elle, une colère contre Théodore, contre ses parents, contre le monde qui permettait de telles injustices. Mais cette colère était mêlée de peur. Si Claire avait écrit ces mots, qu'était-il advenu d'elle? Était-elle encore en vie? Élise se sentit soudain responsable de cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, comme si découvrir son histoire était un devoir qu'elle ne pouvait ignorer. Elle décida de montrer le journal à Henri, le seul en qui elle avait confiance. Lors de leur prochaine rencontre au mur, elle passa le journal à travers l'interstice, son cœur battant à tout rompre. Henri, les yeux écarquillés, feuilleta rapidement les pages. « Élise, c'est grave. Mon père parlait d'une femme qui vivait ici avant. Il disait qu'elle était partie soudainement, mais personne ne savait où. Certains disaient qu'elle était folle, d'autres qu'elle était morte. »« Morte ?» murmura Élise terrifiée. L'idée que Claire ait pu disparaître la glaça. Elle se sentit soudain vulnérable, comme si le même destin l'attendait. Mais elle refusa de céder au désespoir. « Il faut qu'on en apprenne plus, Henri. Mon père connaît Maître Beaumont, le notaire de ton mari, » répondit Henri. « Je vais essayer de lui poser des questions sans qu'il se doute de quelque chose. » Les jours suivants furent une torture pour Élise. Elle vivait dans la peur constante que Théodore découvre ses explorations. Chaque regard qu'il posait sur elle semblait plus pénétrant, comme s'il sentait qu'elle lui échappait. Elle se forçait à sourire, à obéir, mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Elle se sentait comme une marionnette dont les fils étaient sur le point de se casser. Chaque nuit, elle relisait les lettres de Claire, cherchant du courage dans ses mots, mais aussi terrifiée par ce qu'ils impliquaient. Les murmures du passé commencent à parler plus fort. Mais à quel prix? Élise est sur le point de découvrir un secret qui pourrait tout changer ou tout détruire. Restez avec nous pour voir jusqu'où elle ira pour trouver la vérité. L'été arriva à Calais, apportant avec lui une chaleur lourde et des orages qui faisaient trembler les vitres de la maison de Brévière. Élise, désormais plus déterminée que jamais, vivait dans un état de vigilance constante. Son corps, affaibli par le stress et la malnutrition, Madame Roussel rationnait ses repas sous prétexte de discipline, montrait des signes de fatigue inquiétants. Elle toussait souvent et ses joues
autrefois rose, était redevenue pâle. Mais à l'intérieur, une flamme brûlait, alimentée par les mots de Claire et les encouragements d'Henri. Elle se sentait déchirée entre la peur de ce que Théodore pourrait lui faire et l'espoir qu'elle pourrait un jour échapper à cette cage. Un soir, alors que Théodore était occupé dans son cabinet, Élise trouva une lettre récente dans le compartiment secret de l'armoire. Elle était adressée à Théodore et signée par un certain docteur Lefebvre du sanatorium de Saint-Omer. La lettre mentionnait une patiente qui refusait de parler et demandait des instructions sur ce qu'il fallait faire d'elle. Élise comprit immédiatement qu'il s'agissait de Claire. Son cœur s'accéléra et une vague d'espoir mêlée de terreur l'envahit. Claire était vivante, mais prisonnière tout comme elle. Elle se sentit soudain liée à cette femme, comme si leur destin était entrelacé. Elle partagea cette découverte avec Henri, qui proposa un plan audacieux. Écrire une lettre au père Mathieu, le prêtre qui avait célébré son mariage, pour lui demander de l'aide. Henri se chargerait de la transmettre en secret, en prétendant qu'il s'agissait d'une missive de sa famille. Élise rédigea la lettre dans son carnet, décrivant sa situation, les lettres de Claire et sa peur grandissante de ce que Théodore pourrait faire si elle continuait à désobéir. Chaque mot était un acte de courage, mais aussi une source d'angoisse. Et si le père Mathieu refusait d'agir? Et si Théodore découvrait la lettre? Elle se sentait comme un soldat marchant vers une bataille dont elle ne connaissait pas l'issue. Le père Mathieu reçut la lettre quelques jours plus tard. Bien qu'il ait été complice du mariage par obéissance aux conventions de l'époque, il fut bouleversé par les mots d'Élise. Il se rendit discrètement à la maison Delacroix pour rencontrer Henri et lui promit d'agir. « Je ne savais pas », murmura-t-il, les yeux humides. « J'ai cru que c'était pour ton bien, Élise. » Élise sentit une vague de soulagement, mais aussi de colère. Pourquoi personne n'avait-il vu sa souffrance plus tôt? Mais elle ravala sa rancune, consciente que le père Mathieu était maintenant sa meilleure chance. Avec l'aide du père Mathieu, Henri et sa famille organisèrent une rencontre secrète avec un avocat de Calais, Maître Dupont, connu pour son intégrité. Maître Dupont enquêta discrètement et découvrit que Théodore avait conclu plusieurs mariages arrangés avec des familles pauvres, utilisant son statut pour obtenir des jeunes filles qui l'isolaient ensuite. Claire Delorme avait été sa première victime, envoyée au sanatorium pour l'empêcher de parler après qu'elle eut tenté de s'enfuir. Élise sentit une rage brûlante monter en elle à l'idée que d'autres avaient souffert comme elle. Mais cette rage lui donna aussi du courage. Elle n'était pas seule et elle pouvait mettre fin à ce cycle. Le point culminant arriva lors d'une confrontation orchestrée par Maître Dupont et le père Mathieu. Ils se présentèrent à la maison de Brévière avec des gendarmes, armés de preuves, les lettres de Claire, le journal et le témoignage d'Élise. Théodore, acculé, tenta de nier, mais son comportement erratique et les documents accablants scellèrent son sort. Élise, présente lors de l'arrestation, sentit un mélange de triomphe et de terreur. Elle tremblait, mais elle se tenait droite, refusant de baisser les yeux face à l'homme qui avait volé son enfance. Lorsqu'il fut emmené, menottes au poignet, elle sentit une partie de sa peur s'évanouir, remplacée par une étrange légèreté. Élise fut libérée et placée sous la protection du père Mathieu, qui organisa son retour auprès de ses parents. Auguste et Marguerite, rongés par le remords, l'accueillirent en pleurant, jurant de ne plus jamais la laisser partir. Élise sentit une douleur douce amère en les retrouvant. Elle les aimait, mais la blessure de leur trahison restait vive. Pourtant, elle choisit de leur pardonner, consciente que leur désespoir les avait poussés à faire ce choix terrible. Des années plus tard, en 1910, Élise, désormais adolescente, rendit visite à Claire Delorme dans le sanatorium de Saint-Omer. La femme, bien que fragile, avait retrouvé une partie de sa force grâce à des soins appropriés. Elles parlèrent longuement, partageant leurs blessures et leur résilience. Claire offrit à Élise le médaillon en argent, un symbole de leur lien indéfectible face à l'adversité. Élise sentit une paix nouvelle l'envahir, comme si elle refermait une blessure ancienne. En 2006, un historien local découvrit une lettre d'Élise, écrite des décennies plus tard dans les archives de Calais.
Elle racontait son histoire, non pas pour accuser, mais pour donner une voix à celle qui, comme elle et Claire, avait été réduite au silence. Cette lettre, publiée dans un journal local, devint un symbole de courage et de résistance, inspirant des générations à briser les chaînes de l'oppression. Élise, devenue une femme forte et indépendante, sentit que son passé, bien que douloureux, avait donné un sens à sa vie. Ainsi, Élise a transformé sa douleur en lumière, brisant le silence qui la maintenait prisonnière. Cette histoire vous a-t-elle touché? Inscrivez-vous pour découvrir d'autres histoires de courage et de résilience et partagez-les afin que la voix d'Élise continue d'inspirer. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires d'où vous venez afin que je puisse vous envoyer un grand câlin de gratitude pour avoir écouté mes histoires.